Un ancien haut responsable de la DEA a été inculpé. Le gouvernement fédéral affirme désormais qu'il travaillait pour les cartels. Le journaliste Max Blumenthal s'est rendu à son domicile et nous rejoint en début d'émission. De plus, MTG lance ses dernières attaques avant de quitter le Congrès. Le député fougueux qui souhaite la remplacer est avec nous. Et le président Trump a critiqué Zelensky, l'accusant d'être un obstacle à la paix. Nous avons une autre histoire incroyable en provenance de Chicago. Tout cela, c'est tout de suite dans The Matt Gaetz Show. Allons-y. Nous bousculons Washington, D.C. Nous brisons la fièvre. Vous avez déjà vu ce type à la télévision? C'est une machine. Il est excellent, Matt Gaetz. Ce soir, nous vous présentons l'histoire d'hommes de loi qui ont mal tourné. L'un des plus hauts responsables de l'administration Obama à la Drug Enforcement Administration a décidé de se lancer dans une activité parallèle avec les cartels. Blanchiment d'argent, trafic de drogue et même achat d'armes pour les narcos. Voici Paul Campo, 25 ans à la DEA, gros badge, gros CV. Et dès qu'il prend sa retraite, il aurait commencé à travailler pour les mêmes trafiquants de drogue psychopathes qu'il avait passé des décennies à prétendre combattre. Campo et son partenaire, Robert Sensi, ne se seraient pas contentés de petites magouilles. Ils auraient accepté de blanchir environ 12 millions de dollars d'argent de cartel. La plupart des Américains n'arrivent même pas à joindre l'IRS au téléphone, mais ces deux-là auraient converti des liasses de cartel en crypto comme si c'était la journée du service client chez Coinbase. Depuis l'inculpation, l'attention s'est surtout portée sur l'ancien agent de la DEA, Campo. Mais Sensi a lui aussi des liens pour le moins étranges. Était-il à la CIA? Max Blumenthal, journaliste à The Grey Zone, le pense. Robert Sensi est un vétéran de la CIA, dont l'implication dans les manœuvres de l'agence remonte à la surprise d'octobre sous Reagan. Il a été lié à des fraudes de plusieurs millions de dollars, visant prétendument ou apparemment à acheter des hélicoptères de qualité militaire pour un certain pays du Moyen-Orient. Et ce n'est pas tout. Les procureurs affirment qu'ils ne se contentaient pas de blanchir de l'argent. Ils auraient aussi aidé à organiser un paiement lié à 220 kilos de cocaïne. Ce n'est pas un week-end à Aruba. C'est de quoi transformer une petite ville en boule à neige. Puis vient le menu des armes. Campo et Sensi auraient discuté de l'acquisition de matériel militaire pour le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. On parle de drones, d'explosifs, du pack complet pour la fête. Pendant ce temps, ce même cartel est officiellement désigné comme organisation terroriste étrangère. Imaginez un peu le culot. Les contribuables américains finançaient la pension de ce type, pendant qu'il aurait tenté d'améliorer les capacités de drones des cartels. Mais c'est là que l'histoire atteint le sommet du marécage. Ils ne parlaient même pas à un vrai chef de cartel. Ils sont tombés dans une opération d'infiltration. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est pire. Qu'un agent de la CIA et un agent de la DEA s'allient contre l'Amérique. Ou que, malgré toute leur expérience au plus haut niveau du gouvernement américain, ils n'aient toujours pas été assez compétents pour éviter de se faire piéger dans une opération d'infiltration. Ils font maintenant face à des accusations allant du blanchiment d'argent à la conspiration pour narcoterrorisme. Des chefs d'accusation qui pourraient les envoyer en prison à vie. Et franchement, c'est la partie la moins surprenante de toute cette histoire. Chaque fois que quelqu'un affirme que l'état profond n'existe pas, montrez-lui ceci. Un haut responsable de la DEA qui serait devenu traître et aurait utilisé sa formation, financée par les contribuables, pour aider les cartels à faire circuler drogue, armes, explosifs et argent liquide dans les communautés américaines. C'est exactement ce dont le président Trump parle depuis des années. Une corruption non pas à la périphérie, mais en plein centre. Enraciné, institutionnalisé, confortable, venant de personnes dont vous ne connaissez même pas les noms.
C'est pourquoi il faut une purge de la classe bureaucratique. Car lorsque ceux qui sont censés nous protéger finissent par aider les cartels à s'infiltrer de l'intérieur, ce n'est pas de l'incompétence, c'est de la corruption. Et la seule personne qui a réellement montré qu'elle était prête à assainir cette corruption, c'est Trump. Les cartels ont déjà assez de puissance de feu. Ils n'ont pas besoin d'aide de Washington ni d'anciens responsables de la DEA. Pourtant, ils en ont eu, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par allumer la lumière. Nous accueillons maintenant l'éditeur de The Grey Zone News, Max Blumenthal. Max, vous vous êtes rendu au domicile de l'ancien responsable de la DEA mentionné dans cette affaire. Vous avez désigné son co-accusé comme membre de la CIA. Quels sont, selon vous, les faits les plus intéressants dans cette affaire? Eh bien, cela fait partie d'un programme plus vaste que l'historien semi-officiel ou officieux de la CIA, Tim Weiner, affirme remonter à 1947, au cours duquel l'agence aurait été impliquée dans des opérations de trafic de drogue, introduisant des stupéfiants aux États-Unis. Le journaliste Jack Poulson de All Source Intelligence a été le premier à révéler le lien entre la CIA et l'un de ces deux accusés, soupçonné d'avoir participé à un complot de 12 millions de dollars visant à blanchir de l'argent pour le cartel de Jalisco Nouvelle Génération au Mexique. Il s'agit de Paul Campo, dont j'ai visité la maison. J'aurais montré sa porte d'entrée, qui semblait avoir été enfoncée par des agents fédéraux, mais mon enfant était assis dans la voiture, donc je ne pouvais pas m'en éloigner trop. Il a été pendant de nombreuses années le responsable des finances à la DEA, ce qui signifie qu'il comprenait toutes les vulnérabilités du système financier américain, là où un cartel pouvait blanchir de l'argent via l'immobilier ou les crypto-monnaies. Il travaillait avec Robert Sensi, un agent de la CIA dont les activités remontent à la fin des années 1970 et 80. Il a été témoin dans l'affaire de la surprise d'octobre, impliquant Ronald Reagan, et a participé à des opérations de fraude financière visant à se procurer des hélicoptères de qualité militaire pour un certain pays du Moyen-Orient, opérant sous couvert de société écran. Il possédait donc également une grande connaissance des méthodes utilisées par les cartels pour ce type d'activité. Apparemment, ces deux hommes travaillaient ensemble et ont été approchés par la DEA par l'intermédiaire d'un informateur confidentiel qui les a amenés à accepter ce stratagème alors qu'ils se vantaient de participer à d'autres opérations. D'ailleurs, pour moi, c'était l'un des aspects les plus tristes, Max. Le fait que des types censés être des vétérans de plusieurs décennies n'aient même pas été assez malins pour flairer qu'il s'agissait d'un informateur confidentiel. Je m'attendais à ce que, si les cartels recrutaient d'anciens agents de la DEA, ils soient au moins plus compétents que de se faire attraper de cette manière. Oui, ces types n'étaient clairement pas au point en matière de sécurité opérationnelle. Et cela semble durer depuis longtemps. Je veux dire, cela soulève des questions sur la possible implication de Campo dans ces opérations alors qu'il travaillait à la DEA. Nous savons ce qui se passait au sein de la DEA sous l'administration Obama avec l'opération Fast and Furious, où un associé de Chapo Guzman a affirmé que la DEA de l'administration Obama avait en réalité conclu un accord avec le cartel de Sinaloa pour lui accorder une sorte d'immunité générale et l'armer afin d'éliminer d'autres cartels au Mexique. Une forme de guerre par procuration en quelque sorte. Mais si l'on remonte encore plus loin, à l'administration Reagan et à la première administration Bush, avant qu'Hugo Chavez ne soit au pouvoir au Venezuela, à l'époque où le pays était un allié des États-Unis, la DEA et la CIA ont recruté des membres de haut rang de la garde nationale vénézuélienne pour expédier plus de 20 tonnes de cocaïne vers les États-Unis, soi-disant afin de pouvoir surveiller les routes du trafic de drogue à l'intérieur du pays. La cocaïne est effectivement arrivée à destination. La CIA a déclaré « laissez passer la drogue ».
C'est ce qu'ont rapporté le New York Times et une émission de 60 minutes en 1993. Ce cartel créé par la CIA s'appelait le cartel des soleils. Il n'existe plus, mais il est aujourd'hui instrumentalisé par l'administration Trump et son département de la justice pour qualifier le Venezuela de narco-cartel ou d'organisation narco-terroriste, dans le but de justifier un changement de régime. Men är inte to of Marwickors Spartarwar carrying skingad. Eh bien, la CIA a créé beaucoup d'organisations islamistes extrémistes en finançant ces entités, tu sais, en remontant à la guerre froide. Donc quelque chose peut émerger d'une création de la CIA et devenir autre chose, quelque chose de différent. Et c'est peut-être exactement ce qui se passe en Amérique latine avec le cartel des soleils. Mais quand j'ai vu cette histoire, Max, j'ai pensé à l'affaire Charles McGonigal, où quelqu'un qui dirigeait le bureau du contre-espionnage dans l'un de ses services finit par apporter certaines des informations sur la prétendue affaire russe, puis ensuite travaille pour Oleg Deripaska, un oligarque russe. J'ai trouvé cela similaire en un sens. Le gouvernement des États-Unis est-il vraiment en train de former la prochaine génération de talents pour les oligarques, les cartels et les bandits du monde entier? Eh bien sûr. Je veux dire, c'est une sorte de lobbying où l'on finit par travailler pour l'autre camp. Mais au sein de la CIA, comme vous l'avez mentionné, l'agence recrute des djihadistes depuis des décennies. Le livre derrière moi, mon livre, La gestion de la sauvagerie, couvre toute cette sombre histoire. On peut voir la CIA cultiver les moudjahidines en Afghanistan pour attirer l'armée rouge russe et affaiblir l'Union soviétique. Puis, après l'effondrement de l'Union soviétique et le départ de l'armée rouge, les principaux agents de la CIA, Gulbuddin Hekmatyar et Burhanuddin Rabbani, détruisent Kaboul. Alors, les talibans arrivent pour stabiliser la situation. Et plus tard, la CIA forme de nouveaux escadrons de la mort pour éliminer les talibans après l'invasion américaine. Et ce qui vient de se passer ici, à Washington, D.C., un membre supposé de l'un de ces escadrons de la mort de la CIA, ou peut-être simplement au hasard, tire sur 2 soldats de la garde nationale à Washington, D.C. Et nous devons demander des preuves concernant toutes ces nouvelles affirmations selon lesquelles les cartels de la drogue seraient utilisés pour justifier un changement de régime. Le cartel des soleils n'apparaissait même pas dans le rapport de la DEA l'année dernière. Cependant, les principales routes de trafic vers les États-Unis proviennent d'alliés américains comme l'Équateur, de Daniel Noboa, où le président Noboa, milliardaire, fils de milliardaire, citoyen américain ayant grandi à Miami, dirigeait l'entreprise maritime familiale Noboa, impliquée dans des expéditions de cocaïne. La drogue est transférée vers l'Europe et les États-Unis dans des bananes Bonita. Tout le monde peut consulter ces histoires. Cela se produit dans tout l'hémisphère, mais surtout le long de la côte pacifique. Álvaro Uribe, une autre figure très appréciée à Washington, le président colombien qui fut l'architecte principal du plan Colombie, ami de Joe Biden, ami de Lindsey Graham, très proche de Marco Rubio. Il a été inscrit par la DEA parmi les 100 plus grands narcotrafiquants du monde, car il fournissait à Pablo Escobar et à son cartel de Medellín des licences de vol lorsqu'il dirigeait l'aviation civile en Colombie. Je pense donc que ce que l'on a vu dans beaucoup de ces pays d'Amérique latine, c'est que les dirigeants s'allient à un groupe de bandits contre un autre groupe de bandits. Puis ils prétendent être un grand bastion de la lutte contre le narcoterrorisme, parce qu'ils mettent en avant leurs actions répressives contre les concurrents de ceux avec qui ils s'allient parfois. Eh bien, je veux dire, les États-Unis ont soutenu les talibans vers la fin de l'administration Clinton. Nous les soutenons maintenant. Nous versons actuellement des dizaines de millions de dollars aux talibans. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remonter si loin dans le passé.
Je veux toutefois présenter cela comme une sorte de défense du gouvernement. Il dirait « Oui, mais nous avons attrapé ce type. Nous avons pu mener une action policière réussie. » Que répondriez-vous à cela? Eh bien, ils l'ont fait. Et il faut leur reconnaître le mérite d'avoir sévi contre la corruption. Ce sont d'anciens responsables qui, de toute évidence, agissaient avec beaucoup de légèreté et faisaient preuve d'une grande négligence. En même temps, il y avait Emil Bove, qui était l'un des principaux responsables pro-Trump, pro-MAGA au sein du ministère de la Justice. Je crois qu'il est maintenant juge fédéral. Il a travaillé pendant des années à inculper l'un des principaux trafiquants de drogue présumés de l'hémisphère occidental. J'ai lu l'acte d'accusation. Il est très détaillé. Il accuse cette personne d'avoir institutionnalisé tout le système politique de son pays afin de tirer profit du trafic de drogue. Son frère est actuellement incarcéré dans une prison fédérale de Floride, purgeant une peine de 30 ans pour narcotrafic. Il envoyait des sacs de cocaïne aux États-Unis avec ses initiales dessus. Et cette personnalité, Juan Orlando Hernandez, vient d'être gracié par l'administration Trump, effaçant ainsi le travail acharné d'Emil Bove et du ministère de la Justice. Je me demande vraiment comment cela s'est passé, et quand l'administration Trump produira des preuves que Hernandez a été victime de lawfare, comme le dit Trump. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Eh bien, c'est une transition parfaite, Max, car Juan Orlando Hernandez sera l'invité de mon émission demain soir et nous lui poserons la question. Max Blumenthal, rédacteur en chef de The Grey Zone, merci beaucoup d'être venu dans l'émission et d'avoir partagé votre point de vue. Merci beaucoup, Matt.